Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News, ravi de vous retrouver. Pour ce numéro spécial, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'historien français, le professeur Benjamin Stora. Professeur Stora, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Donc, professeur Stora, à l'occasion du centenaire du Moudjahid Hussein Ait Ahmed, vous êtes à Alger pour ce colloque international. Qu'est-ce qui vous a conduit à être ici aujourd'hui et quelle importance revêt cet hommage aujourd'hui pour les Algériens et au-delà? Écoutez, j'ai été invité par la direction du Front des forces socialistes pour ce grand colloque. J'ai accepté, bien sûr, parce que Hussein Ait Ahmed a une trajectoire qui épouse l'histoire de l'Algérie contemporaine sur presque un siècle, dans la mesure où il s'est engagé très jeune au PPA, dans les années 42, 43, 44, dans les AML, puis ensuite, bien sûr, il y a eu les massacres de Sétif, et ensuite, naturellement, organisation spéciale, l'OS, où il était un des grands responsables, il était au comité central du PPA-MTLD. Donc c'est une trajectoire politique quand même très conséquente, puisqu'il est rentré au comité central, il avait 22 ans. Et lorsque la guerre, la révolution algérienne a commencé en 1954, il était aussi un des grands acteurs, un des grands, disons, participants de cette histoire, jusqu'à, naturellement, l'indépendance. N'oublions pas qu'il a été arrêté aussi en 1956 dans l'avion avec Ben Bella, Khéder, Boudiaf, bien sûr. Donc il faisait partie des principales grandes figures. Il a joué un très grand rôle pendant la guerre d'indépendance algérienne, naturellement jusqu'en 1962. Il était arrêté en 1956 avec Boudiaf, Khéder, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, il a aussi été un des artisans de la création du Front des forces socialistes, un mouvement politique d'opposition démocratique, après l'indépendance de 62. Et il a été un artisan, j'allais dire, infatigable de la bataille politique pour la démocratie, notamment en Algérie. Donc c'est une longue histoire, à la fois anticoloniale, bien sûr, mais aussi pour la démocratie politique dans l'Algérie indépendante. Donc c'est pour cela que j'ai accepté naturellement de participer à ce colloque, puisque ça fait de très longues années que je travaille sur l'histoire de l'Algérie, bien sûr, et l'histoire du nationalisme algérien. Et il est une des grandes figures que j'ai personnellement d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises lorsque je faisais notamment mon dictionnaire biographique des militants algériens au début des années 80. Il m'avait aidé à faire un certain nombre de notices de militants. À l'époque, il avait publié son ouvrage Mémoire d'un combattant, qu'il a publié en 1983, qui est une mine de renseignements très précieux pour les historiens. Et donc je l'avais rencontré à cette occasion. Je l'ai rencontré aussi à d'autres occasions, notamment lorsque j'ai fait un documentaire sur les hommes de la révolution algérienne, où il m'avait raconté ce qui s'était passé dans l'été 1962. Et puis aussi, je l'avais interrogé longuement sur sa présence à la conférence de Bandung en avril 1955, lorsqu'il avait représenté l'Algérie à cette conférence internationale qui était très importante, puisque c'était l'apparition de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde sur la scène mondiale. Et donc, il a été présent à la conférence de Bandung. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter, de le rencontrer, naturellement avec lui, pendant toutes ces longues années de travail sur l'histoire de l'Algérie. Très bien, dans la conférence que vous avez animée, dans cet événement, vous parlez du rôle de Hussein Ait Ahmed après le 8 mai 1945. On doit également, professeur Stora, parler de l'importance de ce genre d'événement pour la transmission de la mémoire pour les générations à venir. C'est très important parce qu'effectivement, l'histoire, elle est incarnée et elle est portée par des hommes, par des programmes, bien sûr, mais aussi par des individus qui ont porté l'histoire à la fois du nationalisme algérien, le nationalisme algérien, d'ailleurs, qui est né dans sa version moderne avec l'étoile nord-africaine en 1926, puisque cette année, ça fera 100 ans qu'a été créée l'étoile nord-africaine. Ce sera le 100e anniversaire. Mais Ait Ahmed appartient à la génération suivante, pourrait-on dire, celle qui a été issue de l'étoile nord-africaine, mais qui a préparé, elle, plutôt l'insurrection de 1954. Et donc, effectivement, c'est très important de transmettre l'histoire, les trajectoires, les combats politiques, les réflexions aussi de ces militants, de ces hommes, de ces femmes aussi, qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, parce que l'histoire, à un moment donné, elle doit s'incarner. Et les gens doivent pouvoir s'identifier, bien sûr, à un certain nombre de grandes figures de l'histoire algérienne, c'est évident.
Dans votre livre France-Algérie, Anatomie d'une déchirure, vous avez parlé d'une relation, vous l'avez qualifiée de déchirure durable. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'après plus de 60 années, après l'indépendance, cette relation reste marquée par des cycles de tensions récurrents? Parce que c'est une relation, j'allais presque dire, exceptionnelle qui existe entre la France et l'Algérie. 132 ans de présence française, c'est colossal, c'est un siècle et demi. C'est 5-6 générations de personnes qui se sont succédées sur le territoire algérien et qui ensuite ont eu des enfants. Et quand je pense à ceux qui sont nés ici, donc il y a énormément de personnes en France qui sont concernées par l'histoire algérienne. Et puis bien sûr, en Algérie, il y a aussi beaucoup de personnes. Donc il y a ce côté exceptionnel, rare, on pourrait presque dire, dont on ne trouve pas d'équivalent dans l'histoire coloniale pour d'autres pays, par exemple la Tunisie, le Maroc, l'Indochine ou le Sénégal, etc. L'Algérie fait figure, on pourrait presque dire, d'exception à ce niveau-là, puisque ne l'oublions pas, l'Algérie c'était un colonialisme de peuplement et c'était un rattachement administratif de l'Algérie à la France, c'était des départements français. C'était géré par le ministère de l'Intérieur. C'était géré par le ministère de l'Intérieur. Certains pensent encore d'ailleurs que ça peut être encore géré de cette manière-là, mais enfin passons. Effectivement, c'est donc une relation exceptionnelle dont on ne trouve pas d'équivalence. Et ce qui par conséquent donne ce caractère heurté, à la fois passionnel, mais en même temps ces liens très forts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la famille en France, qui vivent en Algérie. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent en Algérie, en France, qui circulent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Les liens ne peuvent pas, disons, se casser comme ça de manière automatique et définitive, c'est évident, parce que l'histoire est ainsi faite. C'est l'histoire, et la géographie aussi, qui a fait que la France et l'Algérie sont dans des relations passionnelles, difficiles, compliquées, parce que leur rapport à l'histoire n'est pas le même, évidemment. Puisque du côté de l'Algérie, le problème central, c'est la réappropriation de la souveraineté, du nationalisme, de la nation qui a été occupée par le système colonial, alors que du côté français, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on pense que la France a apporté la civilisation, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a un imaginaire, disons, à l'histoire algérienne en France. Il parle de bienfaits, la colonisation. Il parle de bienfaits. D'ailleurs, ils avaient même voté une loi en 2005 en France pour expliquer les mérites de la colonisation positive. Naturellement, un certain nombre de pays anciennement colonisés, et pas simplement l'Algérie, mais d'autres pays se sont élevés contre cette loi de 2005, parce que, qui vantait les mérites de la colonisation. Donc vous voyez, il y a un rapport au monde, un rapport à l'histoire, une fabrication d'imaginaire, disons, qui n'est pas le même et qui est très difficile à surmonter. Je veux dire, le nationalisme français s'est en partie construit sur la conquête de l'Algérie au XIXe siècle. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi, et, qui a été terrible, qui a été très longue. Cette première guerre d'Algérie a duré presque 50 ans, donc c'est colossal. C'est très peu connu en France. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Je parlais tout à l'heure de l'étoile nord-africaine en 1926, mais précisément cette organisation, elle avait été créée 4 ans seulement avant ce qu'on appelait le centenaire de la conquête, en 1930, où en fait, dans ce centenaire de la conquête, la France pensait qu'elle allait rester pour l'éternité en Algérie, de manière définitive, quelque part. Or, cette poignée d'hommes de l'époque ont jugé que c'était pas possible, qu'il fallait inverser, disons, le cours de l'histoire. Donc c'est vous dire à quel point c'était ancré dans les imaginaires nationalistes français, cette installation de l'autre rive de la Méditerranée. Donc l'indépendance de l'Algérie n'a pas mis fin à une mémoire de type colonial. Ça n'a pas interrompu, ça n'a pas fait disparaître comme par enchantement, disons, tous les préjugés, les stéréotypes, les imaginaires liés à la question coloniale. C'est pour ça que le chantier mémoriel est si compliqué. Il est très compliqué, parce que c'est un chantier énorme, c'est un chantier gigantesque. Très bien. En parlant toujours de la mémoire, dans la relation franco-algérienne, la mémoire occupe une place très importante. Est-il possible aujourd'hui de bâtir un dialogue véritable et apaisé sans affronter pleinement les réalités du passé colonial ? C'est-à-dire que ça a été déjà tenté plusieurs fois, le fait d'avoir des relations, par exemple, strictement sur le plan économique, ou des relations strictement sur le plan sécuritaire, ou de discussions exclusivement sur le plan migratoire. Mais on vient à chaque fois buter,
disons, sur une question historique qui est encore une fois considérable parce qu'elle touche à l'histoire des nationalismes, à la fois le nationalisme algérien et le nationalisme français, qui fabriquent les identités nationales. Donc on vient buter sur cette question-là. Et c'est pour ça que moi j'avais fait ce rapport donc en 2021, précisément pour essayer de commencer à inaugurer un nouveau cycle permettant de traiter, disons, d'un certain nombre de questions de la mémoire. Bon, le travail avait commencé à peine à être fait à partir de la reconnaissance par la France, disons, d'un certain nombre d'exactions, d'enlèvements, de tortures, d'assassinats, Maurice Audin, Ali Boumendjel, Larbi Ben Midi. C'était, disons, un début, disons, de travail, disons, mémoriel. J'avais aussi proposé un certain nombre de préconisations sur différents aspects, en particulier l'ouverture des archives, la question des essais nucléaires. Enfin, il y avait toute une série de propositions où je proposais d'avancer à partir d'exemples concrets autour de personnages, de situations, d'épisodes, de l'histoire concrète, réelle, où la France reconnaîtrait, disons, on avancerait vers la reconnaissance, disons, par la France, de ce qui s'est passé réellement à travers le système colonial. C'est ça, je veux dire. Mais cette démarche, malheureusement, elle s'est heurtée, disons, à des considérations d'ordre strictement politique. Et ça a été tout le problème. Très bien. En parlant du rapport que vous avez remis à l'Élysée en 2021, certains gestes mémoriels ont été entrepris. Mais est-ce qu'il y a du nouveau aujourd'hui ? Pour l'instant, comme je le disais à l'instant, nous n'avons pas eu, disons, de suite dans la préconisation, dans la réalisation de préconisations proposées, parce que précisément les moyens qui étaient mis à la disposition de la commission mixte qui existait des historiens français et algériens, ces moyens ont été gelés. Donc à partir de là, ce travail, pour l'instant, a été gelé. Il n'est pas interrompu, il n'est pas fini, parce que je pense qu'il va se poursuivre, va certainement reprendre, mais pour l'instant, il a été gelé. Je veux dire, bon. Donc il y a un certain nombre de grandes questions, l'exemple des essais nucléaires, par exemple, qui n'ont pas été véritablement tranchées, mais il y a d'autres questions qui n'ont pas été tranchées. Par exemple, la restitution des objets appartenant, par exemple, à l'émir Abdelkader, qui avait été réclamé par l'Algérie, qui n'a pas été restitué. Je reviens de nouveau à ce propos. Il n'y a pas de restitution. Il y avait eu aussi, par exemple, que j'avais donné dans mon rapport, la demande de restitution du canon de Baba Merzouk, qui a été réclamé, qui n'a pas été fait, que ça n'a pas été rendu, ça n'a pas été restitué. Donc on a encore du chemin à faire, donc il faut reprendre, je veux dire, à nouveau. C'est pour ça qu'on vient buter encore et toujours sur ces questions mémorielles. Très bien. L'Assemblée nationale populaire algérienne a adopté une loi qui criminalise la colonisation française récemment. Quel impact a cette loi sur le plan diplomatique et symbolique et pourquoi est-elle jugée nécessaire aujourd'hui ? De toute façon, cette loi a été décidée souverainement par l'Algérie, par un État souverain. Je veux dire, la France, de son côté, a aussi voté des lois. Certaines ont été, entre guillemets, positives, d'autres combattues. Par exemple, je pense à la loi Guesso contre le racisme et l'antisémitisme, la loi qualifiant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française. Mais en même temps, il y a eu, disons, une loi dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps, il y a une loi qui a été adoptée en 2005 qui était combattue par l'Algérie, pas simplement d'ailleurs par l'Algérie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États décident effectivement de caractériser des situations historiques et de condamner les possibilités de négationnisme historique, c'est-à-dire de nier les faits historiques. En même temps, c'est pas le simple vote d'une loi qui permettra, comme je le disais déjà, de régler définitivement les préjugés, le racisme qui peut exister, ou les sentiments négatifs, etc., qui peuvent exister. Le vote d'une loi peut être une condition importante, mais le travail des historiens, par contre, lui, à mon sens, doit se poursuivre. Je veux dire, le vote d'une loi au plan législatif ne doit pas servir, disons, à interrompre le travail historique. Il ne doit pas être un frein au travail historique. Au contraire, il doit être la possibilité d'ouvrir, de poursuivre, disons, le terrain historique. Sinon, ça serait un frein. On dirait, voilà, c'est fait, c'est réglé, ça a été voté, etc. Non, je crois il y a tout un chantier mémoriel qu'il faut continuer à développer. Très bien. La France a qualifié cette loi d'initiative hostile. Que révèle selon vous cette réaction sur la manière dont l'État français accepte ou refuse encore une mise en cause globale du fait colonial ?
Il y a certains secteurs dans la société française qui, effectivement, considèrent que la question coloniale ou le système colonial peut présenter des aspects positifs. Ça existe à l'intérieur de la société française, pas simplement à l'extrême droite, où là, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a non-reconnaissance, disons, de ce qu'a été l'histoire coloniale, au contraire, mais aussi dans différents secteurs de la société française, différentes clientèles électorales françaises. Il y a différentes clientèles électorales françaises qui ne veulent pas que l'on caractérise, disons, ce système colonial comme étant profondément injuste et inégalitaire. C'est une bataille. Bon, moi, je pense au contraire que cette loi a été votée, et à partir du vote de cette loi, on peut effectivement maintenant voir les mesures concrètes et pratiques, disons, de ce qu'a été véritablement le système colonial, c'est-à-dire de prendre des exemples et d'avancer encore plus. Donc je crois que le problème, ce n'est pas de la condamnation de cette loi, mais le problème de s'appuyer aujourd'hui pour dire maintenant, concrètement, les disparus, le 17 octobre, les essais nucléaires, enfin, je ne veux pas reprendre, c'est-à-dire au contraire de reprendre le chemin, disons, du travail en commun. Très bien. Professeur Stora, on parle aujourd'hui d'une revendication légitime. Comprenez-vous peut-être ces voix qui s'élèvent contre cette loi aujourd'hui en France ? Je les comprends dans le sens où il y a effectivement des secteurs de la société française qui n'acceptent pas l'histoire accomplie, c'est-à-dire le fait que c'est fini. Le système colonial a été condamné par l'histoire. Je veux dire, la décolonisation, le soulèvement anticolonial de toute une série de peuples, pas simplement en Algérie, mais un peu partout, eh bien, ont condamné le système colonial. Et ceux qui veulent revenir, disons, au colonialisme, ce sont ce qu'on pourrait appeler des tendances réactionnaires de l'histoire. C'est comme vouloir revenir aujourd'hui à l'esclavage, par exemple. C'est complètement absurde, enfin c'est complètement... Mais ceci dit, ça n'empêche pas que certains secteurs très réactionnaires, qui sont aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des suprémacistes blancs, etc., dans un certain nombre de pays, veulent revenir à des pratiques et des politiques de ségrégation. Mais je crois que cette façon de concevoir le monde est périmée et révolue. Je veux dire qu'il faut aujourd'hui avancer vers un autre type de rapport au monde. Et ce rapport ancien, pour moi en tout cas, il est complètement périmé et révolu, c'est évident. Aujourd'hui, professeur Stora, quiconque ose parler de cette époque-là où de ces crimes français se retrouve mis à l'écart. Je citerai entre autres Jean-Michel Apathy. Oui. Oui, mais c'est-à-dire que Jean-Michel Apathy, qui est un journaliste très connu en France, il a soulevé une question qui a semé, j'allais presque dire, l'étonnement général dans la société, beaucoup plus que l'animosité quelque part. Ça, c'est très important parce que les gens... Il a levé le voile sur des crimes qui sont restés méconnus jusque-là. Tout à fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que la plupart des Français ne savaient pas ce qu'était la conquête coloniale. C'est-à-dire que malgré les travaux des historiens, vous savez, moi j'ai écrit là-dessus il y a 50 ans ou 30 ans, je ne sais plus, j'ai écrit un livre, Histoire de l'Algérie coloniale, qui est sorti en 1992. Vous voyez, ça commence à dater. Mais ce n'est pas parce que vous écrivez des livres d'histoire que tout ça circule. Il faut encore que ce soit dans les manuels scolaires, il faut que ce soit dans des films, que ce soit répandu, porté à bras-le-corps par les partis politiques, etc. Or, l'histoire de la conquête de l'Algérie, au XIXe siècle, n'est pas connue des Français. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout s'est passé normalement, qu'il y a eu une colonie de peuplement qui s'est installée tranquillement, etc., etc. Il n'y a pas l'équivalent de ce qui a été fait dans le cinéma, par exemple, de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas l'équivalent dans le cinéma français. Il n'y a rien, il n'y a pratiquement aucun film qui explique la conquête de l'Algérie. C'est incroyable. Alors que cette conquête a duré 50 ans et que les résistances ont été très nombreuses. Je ne vais pas ici toutes les citer. L'émir Abdelkader, la prise de Constantine en 1837, qui a duré 1 an. Naturellement, les enfumades du Dahra, mais aussi il y a eu la ville de Larouat, par exemple, qui a été entièrement rasée, etc. Les décapitations aussi. Il y a un livre qui est sorti récemment d'un très grand écrivain qui s'appelle Xavier Leclerc, qui a sorti un livre qui s'appelle Le pain des Français, donc un très beau livre qui raconte précisément la décapitation et l'entreprise coloniale qui était terrible. Or, tous ces phénomènes-là, lorsque Jean-Michel Apathy les a exprimés, il les a exprimés de bonne foi, quelque part. Et là, il a été très étonné de constater qu'il y avait une très grande surprise, voire une négation de ce fait d'histoire qui pourtant est réel. Donc vous voyez tout le travail qu'il faut entreprendre, d'où le fait qu'on avait commencé par exemple dans la commission mixte entre Français et Algériens sur les historiens par le XIXe siècle.
C'est-à-dire que pour les jeunes générations, on puisse effectivement partir du début de cette histoire. Parce que sinon, on ne comprend pas la fin de l'histoire, la guerre, l'indépendance, etc., si on ne commence pas par le début de cette histoire. Donc c'est tout un travail très long et très lent, très complexe. Très bien. Et là, on revient à un point très important qui concerne l'ouverture de l'ensemble des archives qui n'a pas été fait jusque-là. Alors les archives, vous savez, il y a beaucoup d'archives ouvertes en France. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui soutiennent des thèses, etc. Le problème, c'est d'encourager, c'est mon point de vue que je vous donne. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de chercheurs, en fait. Il faut qu'il y ait des moyens qui soient donnés pour la recherche. C'est ce que j'avais proposé dans mon rapport, ce que j'ai appelé les bourses Mandouze, qui était le nom d'un chercheur, d'un historien, d'un intellectuel français qui avait été d'ailleurs du côté de la révolution algérienne. Et parce que moi, je pense que plutôt que de s'obstiner sur il faut ouvrir les archives, encore faut-il aller aux archives qui sont déjà ouvertes. Donc il faut déjà que les historiens, les chercheurs, les gens de la jeune génération aient les moyens, disons, de pouvoir, disons, travailler, donc des moyens matériels. Maintenant, il y aura toujours des archives à ouvrir, il y aura toujours des choses à voir. Mais vous savez, moi j'ai travaillé beaucoup sur des archives qui étaient aussi des archives familiales, qui étaient des archives privées, qui étaient les archives de la presse, qui étaient les archives de témoignages d'acteurs. J'ai moi-même fait, par exemple, un documentaire sur les hommes de la révolution algérienne où j'avais interrogé Abderrazak Bouhara, Salah Goudjil, aussi Naït Ahmed d'ailleurs, que j'avais longuement interviewé, Ali Haroun, bien entendu, etc., etc. Ce sont des témoignages très précieux. Saoud al-Arab, commandant Asdin, que j'avais interrogé, ça s'appelle Conversation avec les hommes de la révolution algérienne, qui est un matériau très précieux pour l'histoire. Donc il y a une palette, disons, d'archives qui sont à notre disposition. Plutôt que de s'obstiner à dire il faut ouvrir, il faut déjà prendre ce qui existe déjà. Il faut déjà travailler sur ce qui existe déjà. Parce que les personnages, à un moment donné, malheureusement, disparaissent. Cette mémoire disparaît également. Donc il faut créer presque une banque des mémoires, je veux dire, de stock, disons, qui permettra ensuite pour les chercheurs futurs et de la jeunesse de pouvoir enrichir leur connaissance de cette histoire. Très bien. Beaucoup de crimes sont pourtant identifiés par des historiens français dans des ouvrages connus. Pourquoi aujourd'hui vouloir maintenir l'omerta du côté d'une certaine partie de la France ? Vous savez, le problème du nationalisme français, c'est qu'il s'est construit en grande partie sur la conquête coloniale. C'est-à-dire sur ce qu'on a appelé la Grande France, c'était la conquête de l'Algérie qui était tout le long du XIXe siècle. Et les frontières de la France, c'était les frontières qui allaient au Maroc, Mauritanie, Mali. C'était ça la France. La frontière de la France allait jusqu'au Mali, jusqu'à la Tunisie. Donc c'est pour vous donner une idée, je veux dire, de ce qu'était la grandeur, entre guillemets, de la France. Donc la perte de l'Algérie française, l'indépendance de l'Algérie a été vécue très mal par une partie de la société, par une partie de l'armée française, etc. Donc à partir de là, il y a tout un travail, je veux dire, pédagogique, lent, patient, qui ne peut pas se faire simplement par un discours, une déclaration. Il faut prendre à bras le corps, je veux dire, cette question-là, dans les manuels scolaires, par exemple, à travers le cinéma, à travers, etc., etc. Donc c'est tout un travail qu'il faut... Et on a effectivement, en France, pris beaucoup de retard sur la connaissance. Déjà, il a fallu forcer le blocus de l'amnésie sur la guerre d'Algérie. C'est très récemment qu'on parle de la guerre d'Algérie. Alors imaginez la conquête coloniale, c'est-à-dire un siècle encore avant. Déjà, il a fallu... Lorsque j'ai fait mon livre « La gangrène et l'oubli » en 1992, c'était pour faire en sorte que les Français regardent en face la guerre d'Algérie. Alors maintenant, le problème, c'est de regarder en face la conquête de l'Algérie. Donc c'est tout un travail, bien sûr, qu'il faut mener. Certains refusent cela. Ils refusent parce qu'ils sont attachés à une certaine conception du nationalisme. Pour eux, les générations se succèdent, mais ils n'ont pas conscience que cette mémoire se transmet entre ces générations. La mémoire se transmet de toute façon mal ou bien, mais elle peut se transmettre mal aussi.
C'est-à-dire que si elle n'est pas enseignée, si elle n'est pas portée par les historiens, par les chercheurs sur le plan scientifique, etc., elle peut aussi être l'occasion de fantasmes, de reconstruction imaginaire, surtout à l'époque des réseaux sociaux, où là c'est un défi redoutable pour les historiens, les réseaux sociaux, parce que vous avez des tonnes de fake news, d'archives, etc., qui sont déversées et qui quelquefois ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est un chantier très complexe qu'il faut prendre à bras-le-corps, bien évidemment. Très bien. En parlant de cette mémoire qui occupe une place très importante entre les deux pays, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été très clair à ce sujet. L'Algérie ne demande aujourd'hui à la France ni repentance, ni réparation, mais la reconnaissance de ses crimes coloniaux. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France de formuler cette reconnaissance? Peut-être où se situe le blocage aujourd'hui? Alors il y a eu des reconnaissances quand même, je veux dire, sur Maurice Audin, sur Ali Boumengel, sur Larbi Ben Bidi, il y a quand même eu la reconnaissance, disons, par le président de la République française, sur proposition de ce que j'ai fait, de mon rapport, de ce qui a été accompli. Mais il reste encore effectivement du travail à faire, bien entendu, sur pas simplement la guerre. On revient encore une fois à la même question, c'est-à-dire il y a aussi le problème de la conquête. Et la conquête, c'est aussi la restitution des objets. C'est-à-dire qu'il faut lier l'histoire de la conquête à des personnages, des personnages qui ont résisté, on ne peut pas ici en faire toute la liste, etc. Donc, encore une fois, le travail ne faisait que commencer. Ce travail qui ne faisait que commencer, malheureusement, a été interrompu. J'espère, il faut le reprendre. Donc, mais c'est un travail qui est long, qui est lent, il faut de la patience, vous savez, dans l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est pas simplement un discours, un coup, une reconnaissance. C'est tout un ensemble de choses. Et ça, il faut de la volonté politique sur la durée. Et il faut de la patience. Or, moi, ce qui m'inquiète, je vous dis franchement, c'est qu'avec la poussée en France de l'extrême droite, qui est très puissante aujourd'hui dans la société française, et tout ce qui a été accompli risque d'être détricoté, en fait. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que tous les gestes qui ont été faits, qui ont été accomplis sur le 17 octobre, etc., moi, ma préoccupation, ce serait que demain, tous ces gestes-là soient, entre guillemets, reniés par les nouveaux pouvoirs politiques qui risquent de s'installer en France. On parle de la montée de l'extrême droite. C'est la montée de l'extrême droite qui est très puissante. On le voit dans les sondages, etc. Et c'est un sujet d'inquiétude très, très important parce que eux, ils ont une conception de l'histoire qui est celle, effectivement, de valoriser le système colonial. Ils sont actuellement au pouvoir dans un certain nombre de mairies, de municipalités, etc. Et ils veulent débaptiser des noms de rues, rebaptiser des rues par rapport à leurs, entre guillemets, héros, à eux. Donc on va avoir une guerre culturelle qui a commencé déjà, qui est très importante. Cette guerre culturelle est très, très importante. Pas ça, vous savez, c'est une guerre qui n'existe pas simplement en France, mais c'est quelque chose qui existe dans de nombreux pays. Notamment en Afrique, dans la jeunesse africaine, qui veut se réapproprier son histoire. Il ne veut pas rester avec des noms anciens de colonisateurs, etc. Donc on est dans une nouvelle ère de guerre culturelle complexe où il faut s'armer de patience. Très bien. Parlons des essais nucléaires français en Algérie. Ce dossier est une préoccupation majeure pour l'Algérie en raison des conséquences environnementales et sanitaires. L'ambassadeur de France en Algérie a précisé que la France a un devoir vis-à-vis de la population algérienne concernant les 17 essais nucléaires, notamment par la transmission des cartes, des archives et également l'ensemble des informations concernant les sites sur lesquels ces essais ont été réalisés. Il a assuré que ce travail était mené conjointement entre experts français et algériens depuis quelques mois. Professeur Stora, ce dossier est-il vraiment à l'ordre du jour du côté français? Franchement, je ne connais pas. Moi, j'ai préconisé cette commission des experts militaires, parce que c'est une question militaire française, d'identification des lieux des expériences nucléaires, parce que les populations civiles ont été touchées par ces expériences nucléaires, et donc d'envisager la possibilité, y compris de nettoyage des sites et de réparation financière. Ça a été envisagé pour les soldats français, par exemple. Certains ont été indemnisés, ils avaient été victimes de cancer, etc. Mais ça n'a pas encore été le cas des Algériens. Donc effectivement, je pense, je ne suis pas dans cette commission mixte-là, par contre, sur les essais nucléaires, donc je n'en fais pas partie. Mais j'espère qu'on va pouvoir dresser la liste des personnes qui ont été touchées par ces expériences nucléaires en vue de réparation, parce que c'est aussi ça qu'il faut, et de nettoyage. Je sais que ça coûte très très cher, le nettoyage des sites nucléaires, donc il faut aussi juger, évaluer les sommes, disons, financières qu'il faut mettre en œuvre pour procéder, disons, à ce nettoyage des sites.
Très bien. Quelles mesures concrètes pourraient être prises pour que ces informations soient intégralement transmises aux autorités et chercheurs algériennes? Je cite Monsieur Stéphane Romaté a dit, je cite mot pour mot, la France est prête à remettre à l'Algérie la carte et tout ce qui concerne les endroits où ces essais ont été réalisés. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Il faut espérer qu'il y ait une remise des cartes, parce qu'il y a la carte des essais nucléaires, bien sûr. Il y a aussi les cartes des mines qui ont été posées aux frontières du Maroc et de la Tunisie. Des mines, vous savez, ce qu'on a appelé la ligne Maurice. C'était une espèce de ligne infranchissable électrifiée, et il y avait des mines antipersonnelles 3 millions de mines qui ont été posées aux frontières. Donc il y a les essais nucléaires, mais il y a aussi les mines. Il y a aussi la carte des mines, c'est ce que j'ai expliqué dans mon rapport. Donc ce sont des questions, à mon avis, encore une fois, qu'il faut remettre en chantier. Il faut le signaler, il faut le dire, il faut expliquer. Mais il y a très peu de débats, vous savez, en France sur ces questions-là. Il y a très peu de débats. Lorsqu'il y a des campagnes électorales, lorsqu'il y a des campagnes présidentielles, lorsqu'il y a des débats, disons, télévisés ou autres, toutes ces questions très concrètes, très simples, sont très rarement envisagées. Les Français ne savent pas qu'il y a 3 millions de mines qui ont été déposées aux frontières. Ils ne le savent pas. Là, on est à la télévision algérienne. Mais la télévision française n'a jamais organisé de débat, par exemple, sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des essais nucléaires et au niveau des mines, par exemple. Ça n'existe pas. Je veux dire, ce type de débat, de questionnement est très rare. D'où, encore une fois, les étonnements lorsqu'on aborde, disons, les décapitations, les massacres, les enfumades, etc. Il y a toujours une sorte d'interrogation incroyable, mais il faut aborder ce passé en face, quoi. Très bien. En parlant d'aborder ce passé en face, le président Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait qualifié cette période-là de crime d'État. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui peut-être la France de regarder en face ce passé et de l'assumer? Vous avez des clientèles électorales très puissantes dans la droite, l'extrême droite française. Il y a aussi le silence de la gauche, aussi, d'une partie de la gauche sur ces questions-là. Ce sont des questions qui sont très peu discutées en France. Les questions de l'histoire coloniale sont des questions très peu abordées. Ça, il y a très peu de chercheurs, en fait, fondamentalement, sur ces questions-là. Et donc, ce sont des batailles compliquées. Moi, quand j'ai fait mon rapport, j'étais très isolé, en fait, attaqué par l'extrême droite, bien sûr, par la droite, bien entendu, mais en même temps, avec une gauche muette. Je veux dire que je me suis retrouvé très seul lorsque j'ai proposé, par exemple, l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Je me suis heurté aussi à une résistance très forte d'un certain nombre de gens dans la société française. Donc, disons qu'il n'y a pas de mobilisation citoyenne autour de ces questions-là. Très bien, peut-être une dernière question, professeur Stora. Selon vous, quelles conditions concrètes seraient nécessaires pour bâtir une relation franco-algérienne apaisée, lucide et durable dans les prochaines années? Je pense qu'il faut reprendre le chantier des travaux mémoriels, le reprendre pas à pas, dans une situation qui va être très difficile, encore une fois, en France, très compliquée de monter des nationalismes à caractère xénophobe, qui sont quand même assez forts. Donc il va falloir tenir le fil de la continuité des travaux historiques, tenir fermement le fil de la continuité des travaux de mémoire. Ça va être très difficile, ça ne va pas être simple de pouvoir continuer à tenir ce fil, mais j'espère qu'on va continuer quand même à le tenir. Mais moi, j'espère que d'autres le feront, parce que à l'âge que j'ai maintenant, il faut aussi que la nouvelle génération en France et en Algérie puisse prendre le relais, disons, de tout ce travail à la fois historique et de mémoire. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Stora, de nous avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.